La nation renoue avec les manifestations. La plateforme Doina a mobilisé du monde pour dénoncer le mal-vivre des Sénégalais et la malgouvernance. Une manifestation à reproduire dans les prochains jours selon les organisateurs. La gendarmerie pointée du doigt, 240 candidats au concours des sous-officiers contestent les résultats et exigent des explications. Ils se sont constitués en collectif. À la une également, la journée mondiale de la santé mentale célébrée ce samedi. Au Sénégal, ils sont environ 4000 déficients mentaux aérés dans les rues. Leur prise en charge pose problème avec des moyens humains et matériels très limités. Avant de boucler ce journal, nous recevrons en fin d'édition Talafal de Génération Foot. Au menu, la défaite du Sénégal hier face au Maroc. Surtout les raisons de ce revers et la performance des joueurs. Merci de suivre la TFM. Tout d'abord, le gouverneur de la région de Dakar a levé la mesure de suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans certains débits de boissons. Selon l'arrêté signé hier, la mesure concerne les hôtels, auberges, restaurants, salons de thé et cafés. Les responsables sont appelés à faire respecter les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La place de la nation mure des lamentations pour quelques heures. Les membres de la plateforme Doina et d'autres venus spontanément se sont retrouvés sur place. L'accaparement des terres, l'injustice, autant de mots dénoncés par le Front. Le coordonnateur Guy Marius Sagna et ses camarades comptent organiser d'autres manifestations. Le reportage d'Abib Faye Amadouba. Que des doléances sur les pancartes et banderoles. Dans l'unanimité, la plateforme Doina dit non à la spoliation des terres. C'est anormal. Où est-ce qu'on est maintenant? On est dans quel pays? Nous ne nous sentons plus chez nous. Quel est le problème? Soit on a fait quelque chose à Macky Sall parce qu'il s'agit de Macky Sall. Une marche pacifique sous un soleil au zénith, les manifestants motivés d'avoir gain de cause. À la violence policière, nous disons non au déguerpissement forcé. Comment peut-on déguerpir des familles? Plus de 79 familles en période hivernale. La population de Madina Wandifa qui n'a que sa terre pour se nourrir, composée essentiellement d'agriculteurs qui n'ont que leur terre pour se nourrir. Il leur arrache cette terre-là. Depuis 2010, il s'est donné le droit de lotir tout le périmètre communal. Nous voulons que ce lotissement non autorisé soit non seulement annulé, mais que l'auteur soit arrêté et traduit en justice. Tous alertent l'autorité gouvernementale pour une gestion transparente des ressources nationales. Les boulangers voudraient augmenter le prix de la mise du pain et que l'État n'a pas voulu accepter. Maintenant, l'État et les consommateurs et les boulangers se sont retrouvés pour dire que maintenant ils vont nous exclure. Ils vont nous exclure. Ça veut dire que nous, alors, qu'on n'a pas droit à travailler. La plateforme, à sa tête l'activiste Guy Marius Sagna, a réuni beaucoup de doléances de différentes localités du Sénégal. Une activité qu'elle compte réitérer pour pousser les dirigeants à respecter les Sénégalais, dit-elle. Merci Abib Faye. Concours des sous-officiers de la gendarmerie. 240 candidats contestent les résultats. Ils ont même créé un collectif. Ces étudiants soutiennent avoir passé avec succès toutes les épreuves jusqu'à la dernière. Alors aujourd'hui, ils réclament des explications. Aminata Mbaresso et Amadouba. Ils font plus de 240, tous des candidats recalés du concours des sous-officiers de la gendarmerie. Réunis autour d'un collectif, ils dénoncent leur exclusion de la liste définitive des admis. En 2019, la gendarmerie nationale avait ouvert un concours direct, aussi bien pour les civils que pour les militaires. À l'issue de ce concours-là, 400 étudiants ont été sélectionnés au niveau du concours. Ces 400 étudiants-là ont subi toutes les épreuves du concours, aussi bien les tests psychotechniques, la visite médicale, les tests psychiatriques. À notre grande surprise, le vendredi 12 septembre,
ils ont affiché les résultats. Et ces résultats-là, nous avons vu qu'il n'y avait que 140 17 000 candidats au départ. Ces étudiants soutiennent avoir réussi à toutes les étapes du concours. Nous avions été déclarés admissibles, 400 candidats parmi nous. Et ces 400-là ont fait ce qu'on appelle la visite psychotechnique. Après la visite psychotechnique, on a fait ce qu'on appelle l'entretien. Et après l'entretien, ces mêmes 400-là ont fait ce qu'on appelle une visite médicale. C'est à la suite de cette visite médicale qu'ils ont éliminé 19 candidats. Et il nous en restait 381 candidats à devoir suivre les prochaines étapes. Et parmi les prochaines étapes, on peut citer une seule étape, c'est une seule prochaine étape qui est restée, c'est l'étape de la visite psychiatrique. Et on l'a admis, on l'a passé avec succès. Et ils nous ont fait croire qu'on devrait rester et attendre que l'école ouvre ses portes, l'école de formation ouvre ses portes pour qu'on aille rejoindre, faire notre formation. Un quota de 140 à la place des 400, ces candidats au concours des sous-officiers de la gendarmerie veulent des explications. On ne nous a pas donné une explication légale et légitime. Bon, d'ailleurs, même je dirais qu'on ne nous a pas donné d'explication concernant notre élimination. Des candidats pour la plupart des étudiants qui avaient pourtant tenté d'autres chances et été admis, mais ils ont dû renoncer. Il y a certains qui ont réussi le concours crème, les élèves maîtres. Il y a d'autres qui ont réussi le concours de la FASTEF. D'autres avaient des prescriptions, mais ils ont laissé ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient espoir. Parce qu'ils ont subi toutes les phases du concours de la gendarmerie. Le démarrage de la formation à l'école des sous-officiers de la gendarmerie devrait démarrer ce 12 octobre. Ces étudiants n'excluent pas de marcher jusqu'à Fatick pour réclamer des informations claires sur les conditions dans lesquelles ils ont été exclus des listes. Le boule-falé, vous en avez peut-être entendu parler ou pas. En tout cas, c'est un parfum que certains consomment en guise d'alcool. Ce liquide fait des ravages dans plusieurs localités du pays. À Ranérou-Ferlo, des jeunes ont manifesté contre la consommation du boule-falé et la vente clandestine d'alcool. Le reportage d'Ali Mandelian. Après les conférences de presse et les pétitions, ils ont finalement fini par descendre dans les rues. Les jeunes de Ranérou-Ferlo s'insurgent contre la consommation du boule-falé et la vente illégale d'alcool. En l'espace de 2 mois, 2 jeunes de la localité ont perdu la vie. 2020, à l'espace de 3 mois, entre juin et août, nous avons enregistré 2 décès de jeunes liés aux conséquences de l'alcool. Nous vous rappelons qu'aucun vendeur de l'alcool à Ranérou n'est autorisé. Ils le font clandestinement. C'est pourquoi le mouvement des jeunes idées de Ranérou a installé un comité de veille et de dénonciation qui a fait pour le premier temps la liste de tous les vendeurs et vendeuses de l'alcool et du parfum pour les boule-falé clandestinement, qu'il a remis aux autorités compétentes pour que la lutte soit commune. Le mouvement des jeunes unis de Ranérou, par ma voix, lance un appel aux autorités administratives et à l'État de régler les problèmes des vendeurs clandestins de l'alcool, de les poursuivre et de les punir. Autre revendication à l'origine de cette marche, le départ du médecin-chef du district sanitaire, accusé de tous les noms. Nos femmes, nos sœurs, même pour la césarienne, sont obligées d'être évacuées à Touba ou à Ourossogui. L'affectation d'un technicien radiologue dont le service qui est là, bien équipé depuis 12 ans, mais ne fonctionne pas. Nous dénonçons rigoureusement la non-assistance aux malades ou blessés en urgence par les médecins-chefs du district sanitaire. Nous demandons aussi la dotation des ambulances dans les postes les plus reculés du département, car sur les 16 postes de santé, seules 2 ambulances qui sont fonctionnelles. Sous une haute surveillance des éléments de la gendarmerie, les jeunes de Ranérou tenaient à faire entendre leur colère. Ranérou, devenu département à la faveur de la réforme administrative de 2002, aujourd'hui, cette capitale départementale souffre de tous les noms. Comme vous l'avez si bien entendu, les populations de Ranérou, les jeunes en particulier, ont décidé de briser le silence. Parce que tout simplement, la santé avant tout. La traversée de la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune s'est intensifiée, j'y arrive, ces derniers mois. Près de 500 migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne ont débarqué à Tenerife en 24 heures. C'est une interprète sénégalaise installée sur l'île espagnole qui donne l'alerte. Elle s'appelle Awa Ndiaye, nous l'écoutons.
Devant la recrudescence du phénomène migratoire Barça-Barça, je me retrouve encore dans l'obligation de revenir pour attirer l'attention des Sénégalais, la population sénégalaise, du gouvernement sénégalais par rapport aux embarcations de fortune que nos jeunes prennent pour rejoindre l'Espagne. La situation est dramatique, d'autant plus que maintenant, ils ont changé de modus operandi parce que j'ai vu récemment, juste hier, j'ai vu que parmi les 489 qui sont arrivés, il y a des familles entières. Un père est venu avec ses enfants, un père est venu avec son épouse et ses enfants, des frères de même père, de même sang sont arrivés ensemble et ceux qui n'arrivent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je crois qu'il est encore temps il est encore temps. Je crois qu'il faut encore ressaisir les autorités. Moi, je crois qu'il faut encore recommencer à faire des documentaires et des sensibilisations par rapport à l'immigration clandestine, parce que n'oubliez pas que ceux qui n'arrivent pas ou les embarcations qui se perdent en mer et qu'on n'arrive pas à retrouver sont aussi nombreuses que les embarcations qui arrivent. Avant-hier seulement ou hier, le gouvernement de l'Espagne a décrété l'état d'alarme à Madrid. Alors imaginez le désarroi des propres Espagnols. Parlons de santé à présent. Le nouveau coronavirus a tué une personne ces dernières 24 heures au Sénégal. D'après le dernier bilan du ministère de la Santé, sur les 1177 tests réalisés, 31 sont positifs. Le nombre de guéris est largement supérieur à 62. Ces chiffres qui interpellent plus d'un, 3 000 à 4 000 déficients mentaux errent dans les rues du pays et leur prise en charge relève de l'exploit. 35 psychiatres dans 7 unités pour les 14 régions du pays. Les spécialistes plaident pour un élargissement du plateau médical spécifique à la santé mentale. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Aminata Mbaresso et Amadouba. L'image est fréquente des malades mentaux errants. Au Sénégal, ils sont entre 3 000 et 4 000 à être dans cette situation selon les dernières statistiques. Il y a presque 3 000 à 4 000 malades mentaux au Sénégal. Je pense que c'est les malades mentaux errants, je dis bien. Et les malades mentaux domiciliés font peut-être un chiffre beaucoup plus élevé. Alors, ce qui est important, c'est que d'après les investigations et tout ça, on a pu dénombrer le nombre de malades mentaux au Sénégal. Ce qui est important, ce n'est pas la charité. Ce qui est important, c'est la prise en charge. Un mal social, des malades exposés à toute forme de violence et d'agression. On ne peut pas se permettre que des êtres humains errent dans les rues et des fois nus. Ils sont victimes de beaucoup de sévices sexuels pour les dames. Le problème de Jim Coré est encore frais dans nos mémoires avec Tamba, les malades mentaux qui ont été tués et mutilés. Le réseau pour la promotion de la santé mentale plaide pour une meilleure prise en charge. Que les autorités puissent vraiment prendre en charge les malades mentaux dont la couverture maladie universelle. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous réclamons, c'est dans les plaidoyers. Et nous plaidons aussi pour qu'ils soient tous inscrits dans la carte d'égalité des chances aujourd'hui. Vu que c'est des handicapés, ça c'était pour les handicapés, et c'est des handicapés. Une prise en charge qui se heurte à plusieurs manquements. Cette région équipée d'unités de prise en charge psychiatrique sur les 14, 35 psychiatres en activité. Le mal semble plus profond. Entre 2018 et 2019, on a eu à recruter 3 psychiatres de plus et des structures psychiatriques ont été mises en place à l'hôpital régional de Louga. Il y a un service de psychiatrie qui fonctionne. À Kaolack, au centre de réinsertion de Kaolack, contrairement à ce que l'on pense, c'est un centre qui fonctionne. Il y a un psychiatre qui est là-bas et qui consulte les malades mentaux qui sont à Kaolack et qui, avant ça, allaient jusqu'à Dalal Khel de Fatick. Donc, la prise en charge s'est rapprochée d'eux. Et lui, dans ce centre, le psychiatre qui est dans le centre de Kaolack, il fait une consultation hebdomadaire à Kaffrine pour vous dire qu'on essaie d'augmenter le plus, de rendre accessible sur le plan géographique la prise en charge des malades mentaux. L'implication de la communauté, autre alternative pour venir en aide à cette couche de la société.
Merci Aminata Mbaresso. Des personnes atteintes d'une toute autre forme de maladie, des albinos, souffrent parfois en silence. Le président de l'association des albinos à Ziguinchor confie que beaucoup de ses camarades n'ont pas accès aux services dermatologiques, à la crème solaire pour protéger leur peau, entre autres. Yaya Conté s'est exprimé en marge d'une rencontre. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi à Lamine Moindjan. Au niveau régional, on rencontre énormément de difficultés, moi je dis, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi on est marginalisé à travers la population, mais à travers certaines autorités, parce qu'on ne nous implique pas dans les actions, ils ne nous informent pas et ils ont une manque de considération vers nous. On a une difficulté dans le cadre de la santé toujours, parce qu'on reçoit plus de crèmes solaires. Pour accéder au médecin dermatologue, c'est un problème. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, mais particulièrement à Ziguinchor, il n'y a pas un appareil qui peut identifier la vie d'un albinos au niveau du Sénégal. Mais particulièrement à Ziguinchor, c'est un problème. Comment on peut être albinos? On n'a pas eu accès à accéder à un verre myope parce que l'appareil du Sénégal n'est pas adéquat d'identifier nos vues, nos problèmes de vue. Donc c'est un problème que nous rencontrons toujours au niveau du Sénégal. À l'État de savoir que l'État ne doit pas bafouer le droit d'un individu. Et le droit de l'albinos est bafoué au niveau du Sénégal. Et je crois que ça doit être quelque chose qui doit être corrigé par l'État, mais aussi par l'ensemble de la population sénégalaise. Autre chose dans ce journal, l'ouverture de la saison touristique, c'est dans moins d'un mois. Le ministre du Tourisme appelle donc les investisseurs à revenir sur la Petite Côte pour contribuer à relancer le secteur. En attendant, Alioune Sarr juge plus que salutaire les travaux de restauration des plages de Saly qui ont permis à 17 hôtels de reprendre leurs activités. Des travaux qui ont coûté 23 milliards de francs CFA. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après près d'un an de travaux sur la plage de Saly, plus de 17 hôtels ont été restaurés et des milliers d'emplois sauvés. En partenariat avec la Banque mondiale, l'État du Sénégal a décidé d'investir 23 milliards de francs CFA sur des ouvrages et des réalisations qui permettront de supprimer la cause de l'érosion côtière, mais aussi de restaurer les plages de Saly en un temps record sur un linéaire fonctionnel de 7 km avec 4 km 500 de rechargement. À quelques jours du démarrage de la saison touristique, le ministre du Tourisme invite les investisseurs à revenir sur la Petite Côte afin de relancer le secteur. Vous savez, l'une des grandes demandes des investisseurs que j'ai rencontrés à Topresa à Paris l'année dernière, c'était la récupération des plages de Saly. Aujourd'hui, nous avons donc des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans cette zone. Les travaux de la restitution des plages de Saly seront livrés au mois de décembre prochain. Les autorités invitent la mairie et la SAPCO à assurer l'entretien. Les fidèles catholiques de Saint-Louis seront très ravis de retrouver leur cathédrale. L'édifice a été remis à neuf avec le concours de l'Agence française de développement. Le ministre de la Culture a symboliquement remis les clés à l'évêque de Saint-Louis, Monseigneur Ernest Sambou. Cette église, la plus vieille de l'Afrique de l'Ouest, est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek à Saint-Louis. À savoir la cathédrale qui date depuis 1824, décision a été prise de réhabiliter. Je crois qu'avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers, à savoir l'AFD et l'APIX Maître d'Ouvrage délégué, aujourd'hui ces travaux étant finis, il fallait remettre les clés au diocèse ici de Saint-Louis. Ce qu'il faut saluer dans cela, c'est tout le professionnalisme et le dynamisme, et cela a permis de former un certain nombre d'équipes localement qui sont aujourd'hui habiles à continuer ce travail. Je crois que ce qu'il faut saluer aussi, c'est ce pays de tolérance où chaque individu doit pouvoir, je pense que ce que le Sénégal doit pouvoir plus encore, c'est cette tolérance entre les différentes religions, cette cohabitation pacifique qui existe pour que chaque individu, dans le cadre de tes croyances, puisse pratiquer sa religion comme il le faut. Je crois que c'est quelque chose à saluer. Aujourd'hui, je suis satisfait que ce travail qui était très bien fait, qu'on puisse remettre à neuf un édifice qui nous est très cher, qui est cher à l'UNESCO, qui est cher au patrimoine de l'UNESCO et qui est cher à la ville de Saint-Louis, une ville vraiment pittoresque.
Et puis cette nouvelle, l'artiste leader du Super Étoile Youssou N'Dour va intégrer la prestigieuse Académie royale de musique de Suède. C'est une fierté, un pas de plus pour l'Afrique, mais surtout une motivation supplémentaire, a tweeté Youssou N'Dour. Sport à présent, l'équipe nationale de football a été battue hier par le Maroc en match amical 3-1. C'était à Rabat, une défaite qui fait penser aux défaillances des Lions sur le terrain. Incapacité à produire du jeu ou encore grosse difficulté à battre les grosses sélections. Voici l'analyse de Chersadi Boudjara. Battre régulièrement les grandes nations de football, développer un fond de jeu, le plafond de verre, que n'arrive toujours pas à briser les Lions du Sénégal sous le magistère d'Aliou Cissé. Le revers subi face au Maroc sur le score de 3-1 est encore une parfaite illustration de ses carences. Privilégiant comme d'habitude la puissance physique dans le choix des hommes, Cissé opte chaque fois pour un 11 dans un système 4-3-3 immuable, incapable de faire le jeu. Bien défendre, imposer le défi physique et miser sur les exploits individuels, c'est en résumé la tactique d'Aliou Cissé durant ces 5 années sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Une formule qui gagne, surtout devant les petites nations. Ayant la chance de tomber dans les poules loin d'être difficiles, lors des qualifications des grandes compétitions, le technicien à la crinière Rasta détient l'un des meilleurs bilans comme sélectionneur des Lions. Une participation à la Coupe du Monde 2018 et une place de finaliste à la CAN 2019 avaient fini d'asseoir sa réputation. Toutefois, si c'est peine face aux grandes sélections, seuls le Ghana et la Tunisie sont accrochés à son tableau de chasse. Si face au Maroc, c'est le manque d'agressivité malgré des joueurs athlétiques, la plupart du temps, c'est cette incapacité à renverser le cours d'un match, comme lors de la finale perdue face à l'Algérie. L'absence d'un plan de jeu est à l'origine de ces difficultés. Pour y remédier, il faudra appeler les joueurs capables de mettre le pied sur le ballon et construire du jeu. Il passe par un rajeunissement de l'effectif. Aliou Cissé doit également miser plus sur le talent que sur l'expérience. Le Sénégal a un grand réservoir de jeunes joueurs qui peuvent réaliser de grandes choses dans un futur proche. Remporter la CAN 2021, entre autres. Merci, cher Sadi Boudjara. Comme annoncé, nous recevons Tala Fall, consultant en football. Bonsoir Tala. Bonsoir Sourna. Alors, vous venez de l'entendre certainement avec cette analyse de cher Sadi Boudjara. On remet en doute peut-être l'expertise d'Aliou Cissé, le sélectionneur national de l'équipe de football, et sa capacité à battre une grande équipe. Serait-ce lui le problème, disons? Disons que pour moi, je l'ai toujours dénoncé. C'est-à-dire que pour moi, Aliou manque d'expérience, donc par rapport à son vécu comme entraîneur. Et ça, au niveau du football mondial, ça se paye cash. Et pourtant, il dirige l'équipe depuis plusieurs années. Combien d'années déjà? Ça fait 5 ans, il va vers sa 6e année. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un vécu sur le banc. Aliou, même si aujourd'hui il a ses diplômes, il a tout ce qu'on veut dire par rapport à ça en tant que sélectionneur, mais il lui manque de l'expérience par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a autour de lui, par exemple, en Régis Bogart, moi je dis celui-là, il ne va pas lui apporter grand-chose. Ce qu'on devrait faire plus tard, c'est d'ouvrir la sélection nationale, d'avoir un staff aujourd'hui assez expérimenté, parce qu'il n'en manque pas l'expertise au Sénégal. C'est-à-dire d'étoffer le staff technique. Donc au-delà d'Aliou Cissé, c'est même tout le staff qui est autour de l'équipe nationale. Voilà, des gens qui peuvent lui apporter un plus. Même si aujourd'hui, comme on le dit partout haut et fort, que c'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime l'équipe nationale, il a eu à aller en Coupe du Monde, c'est bien vrai, il a des résultats. Mais par rapport aux grandes nations, comme l'a dit Cheikh Sadi Boudjara, donc on a du mal à pouvoir battre ces équipes-là. On l'a vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que réellement on a un projet de jeu? Quelle est notre conception stratégique par rapport à ces équipes-là? Quand on est mené à 1-0, comment on doit attaquer? Comment on doit défendre? C'est ça notre problème. On a vu sur ce match-là qu'on avait du mal à jouer, à dérouler notre jeu. L'adversaire nous a empêchés de produire du jeu. Donc on était incapable de réagir. On était dans la réactivité. Au milieu de terrain, il n'y avait pas de la créativité non plus. En défense, on avait du mal à faire des relances. Au niveau de l'attaque, on n'avait pas de profondeur. Il a fallu qu'on voit un garçon comme Boulaïdia qui est rentré et qu'on puisse déplacer Crépin sur le côté gauche pour pouvoir voir le Sénégal produire du jeu avec Cheikh Diop qui jouait dans la verticalité. Donc, il y a eu des changements qui nous ont apporté un plus dans les 10-15 dernières minutes. Mais sur l'ensemble du jeu, on se pose la question jusqu'à présent,
quel est le véritable projet du jeu de l'équipe nationale du Sénégal. Alors l'équipe nationale va rencontrer la Mauritanie, ce sera mardi prochain à Thiès. Alors qu'est-ce qu'il faudra peut-être changer? Il y aura certainement des ajustements à faire durant ce match. Absolument, c'est vrai que bon, on est en phase de renouvellement de l'effectif. Il y a des garçons qui sont arrivés, c'est des bleus, comme on les appelle. Mais ça n'empêche quand même qu'il y a de la qualité, il y a de bons joueurs. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir les réunir et de pouvoir jouer ensemble? C'est vrai qu'il y a eu l'absence de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, donc c'est tout un ensemble. Mais est-ce qu'on est capable de produire du jeu? Est-ce qu'on a un réel projet de jeu? Et maintenant, c'est sûr que pour le match de mardi, il va falloir sortir le bleu de chauffe. Il est anormal aujourd'hui parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la Mauritanie. On a vu la Mauritanie lors de la dernière CAN. Une équipe très déterminée. Une équipe très déterminée et qui est en train de produire du jeu actuellement. Et on sait que pour peu, ils se seraient qualifiés lors de leur dernier match contre la Tunisie. Et donc, c'est maintenant à nous, parce qu'aujourd'hui, on se contente du fait d'être la première nation africaine. Mais est-ce qu'on a les résultats qui vont avec? Parce que, comme tu le dis, c'est juste le titre, c'est juste pour le fun. On est la première équipe africaine, mais on n'a encore rien gagné. Et pour gagner, vraiment, il va falloir se réunir, avoir une bonne conception stratégique, se préparer en conséquence, réunir d'autres éléments au niveau du staff technique. Et moi, je l'ai dit depuis, et d'autres le disent aussi, qu'il faut élargir le staff technique. On n'a pas encore des gens assez outillés. Et c'est ce qui ne manque pas au Sénégal. On a des entraîneurs qui sont là. On peut faire appel à eux, même si c'est pour des piges qu'on leur demandera de venir, mais ils pourront au moins apporter leur expertise à l'une. Je pense que ce serait de bon augure pour la suite des événements. La suite des événements, on n'est pas loin peut-être des grandes compétitions. Alors ce sera peut-être en 2021, si je ne m'abuse. Oui. Alors est-ce que d'ici là, on aura peut-être suffisamment de temps pour préparer tout cela, pour préparer le staff, pour préparer les Lions et autres? Mais tout à fait. Le temps est là. Donc on a le potentiel. On a des joueurs aujourd'hui capables de pouvoir relever le défi. On a des joueurs aujourd'hui qui jouent dans les meilleurs championnats au monde. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est avoir la bonne conception stratégique. C'est-à-dire d'être dans l'action au moment de faire nos matchs. Imposer le jeu qu'on veut dérouler. Et ça, on est incapable de le fournir actuellement face à des grandes écuries comme l'Algérie. On a vu en 2019, lors de la dernière CAN. En phase éliminatoire, comme le jour de la finale, on a eu d'énormes problèmes. Et aujourd'hui, devant le Maroc, c'est les mêmes erreurs, c'est les mêmes défauts qu'on a remarqués dans l'équipe du Sénégal. Mais ces équipes aussi ne vont pas attendre qu'on vienne les battre. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, quelque part, ces équipes-là, ils ont des entraîneurs chevronnés. Ils savent comment aujourd'hui aborder un match contre le Sénégal. Et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est assez outillé ou pas? Est-ce qu'on a la bonne conception stratégique pour dérouler un match? Parce qu'un match, ça se joue sur 90 minutes. À un moment donné, quand tu mènes au score, comment tu dois faire pour gérer ton match? Quand tu es mené, comment tu dois faire pour réagir? Et tout ça, on est incapable de le faire jusqu'à présent. Et je pense que c'est ça qu'on doit travailler, parce que pour des joueurs, on en a. Maintenant, comment les faire jouer ensemble pour pouvoir dérouler du bon jeu et pouvoir avoir des résultats positifs. Dernière question, Talafal. Alors, on parle souvent de l'équipe U20, les joueurs qui ont moins de 20 ans. Est-ce que c'est le moment peut-être de les intégrer davantage dans l'équipe nationale pour avoir de meilleures performances? Mais dans l'équipe qu'on a vue hier, il y a eu des garçons quand même qui sont arrivés et qui ont montré de bonnes choses. Comme un garçon comme Boulaïdia, un garçon comme Cheikh Diop, comme Lopi. Et c'est des garçons qui, demain, peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction, comme en défense, ou c'est Inouba. Donc, c'est des garçons prometteurs. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, encore qu'on a de la matière. Aujourd'hui, on a des garçons qui n'ont pas joué, comme Habib Diallo, comme d'autres, les Ibrahima Niane, d'autres qu'on pourrait venir étoffer l'équipe nationale. Donc, je pense que le potentiel est là. On a des joueurs capables de pouvoir relever le défi. Maintenant, est-ce que sur le plan
de la stratégie, comme on dit. Est-ce qu'on est encore capable de pouvoir faire un bon projet de jeu et de pouvoir dérouler ça pendant les matchs? Alors, attendons mardi pour savoir si les résultats seront peut-être satisfaisants. Pour mardi, comme je l'ai dit, il va falloir sortir le bloc de chauffe et se mettre au travail et essayer vraiment d'imprimer notre empreinte sur ce match-là. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Talla Fall, consultant. On parlait du match Sénégal-Maroc et des performances de l'équipe nationale de football. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée, excellent week-end et restez sur la TFM. Au revoir.